Bon, aujourd'hui, je vous fais lecture d'un extrait d'Ouria Boutelja, un extrait issu de son fameux livre polémique Les Blancs, les Juifs et nous. L'extrait que j'ai choisi, c'est un extrait où elle revient sur l'histoire de l'immigration arabe en France, sur son histoire familiale, elle nous parle de son père notamment. C'est aussi un extrait où elle identifie l'émergence d'un sujet politique nouveau dans l'espace social et politique français, les indigènes de la République. J'étouffe. J'ai l'impression qu'une main sadique me tient la tête dans l'eau et m'empêche de reprendre mon souffle. Plus je me débats, plus la main accroît sa pression. Il n'y a plus d'échappatoire possible. Nous faisons partie du problème. Des larves ou des monstres, des valets ou des coupeurs de tête, des cireurs de pompe ou des kamikazes. Voilà l'alternative qui s'offre à nous. Nous avons réalisé la prophétie blanche, devenir des non-êtres ou des barbares. Nos complexités et nos nuances se sont volatilisées. On nous a désépaissis, confisqués à nous-mêmes, vidés de toute substance historique. Nous bricolons avec des lambeaux d'identité épars collés avec de la mauvaise glu. Nos propres parents nous regardent avec perplexité. Mais qui êtes-vous pense-t-il. Des perdants. Mon optimisme ne renaîtra que sur le socle de cette vérité ultime. Nous sommes des perdants. Ce sera mon point de départ, sinon rien. Mais cette renaissance se refuse à toute falsification. Nous sommes des fuyards et nous adorons les fables qui prolongent cette fuite. Nous nous raccrochons à des passés glorieux. La preuve de nous-mêmes, nous allons la chercher dans le passé, auprès de la mythique civilisation arabo-andalouse, seule capable de rivaliser avec la grandeur supposée de la civilisation occidentale. J'ai pitié de nous. Moi, je n'ai ni manoir ni château. Vous non plus. Je ne suis ni duchesse ni marquise. Vous non plus. Nous n'avons aucun titre de noblesse. Nous ne sommes pas des fils à papa. Mais nous sommes les enfants de nos pères et de nos mères. Pour la plupart, ils étaient ouvriers, manœuvres, femmes au foyer ou de ménage. Ils sont nés damnés de la terre. Ils ont fini immigrés. Immigrés depuis le premier exil, celui des campagnes vers les villes de leur pays d'origine, conséquence du colonialisme, et un deuxième, celui du pays vers la France, conséquence du colonialisme. C'est tout. Ça suffit pour faire de nous des acteurs majeurs de l'histoire et du présent de la France. À l'époque, le discours officiel ne s'en cachait pas. L'immigration ouvrière était musculaire. C'était des bras qu'on importait pour les nécessités de la reconstruction après la guerre. En Europe, les bras étaient occupés à reconstruire leur propre pays. Le patronat ira en chercher au Maghreb, en Afrique subsaharienne et aux Antilles. La droite sera sans complexe. La gauche admet volontiers leur exploitation, mais temporise. La voie. Ne soyons pas trop sévères envers nous-mêmes. La France n'est-elle pas aussi une opportunité pour l'immigré? L'immigré allait enfin trouver le Saint Graal. Il allait pouvoir revendiquer ses droits. Lorsqu'il a débarqué à Marseille, l'immigré, il s'est retrouvé nez à nez avec elle, la démocratie. Il s'est penché, il est tombé sur les droits de l'homme, il a tourné à droite, il s'est cogné à la liberté. Et quand il a pris à gauche, il a trébuché sur la fraternité. Il ne le savait pas encore, mais plusieurs décennies plus tard, il allait faire la rencontre ultime. Celle avec la laïcité, qui allait parachever l'intégration de sa progéniture. Elle s'est fait désirer, la laïcité. Elle se cachait à l'époque. Il ne fallait pas trop le gâter, l'immigré. Toutes ces valeurs, d'un seul coup, il n'aurait pas su quoi en faire. Il se devait d'abord à l'impôt de la sueur, au travail à la chaîne, au 3-8, à la mine, au marteau-piqueur. Prouver ses compétences, s'accomplir dans son destin de bourrique, 10 heures par jour, 5 jours par semaine, 30 ou 40 ans durant. Car les valeurs de la France, ça s'hérite ou ça se mérite. Et puis, quand il était élégant, l'immigré, il savait se laisser mourir avant la retraite. Ô France, qu'as-tu fait des gens, qu'as-tu fait des gens? Tu n'aimes les immigrés qu'avec la pelle et la pioche. Quand il y avait du travail, qu'est-ce qu'ils aimaient les basanés? Ils nous donnaient le sale travail, les égouts, le balai. Ô France, qu'as-tu fait des gens? Maintenant qu'il n'y a plus de travail, ils nous disent c'est fini. Retournez dans votre bled. Ô France, tu n'aimes les Arabes qu'avec la pelle et la pioche. Ils ont envoyé la police et les CRS. Ils ont dit virez les Arabes, qu'ils soient immigrés ou en vacances. Ô France, qu'as-tu fait des gens? Maintenant qu'il y a le chômage, ils nous méprisent. Ils ont oublié l'usine, les terrassements et la mine. Ils font foule, ceux qui, experts autoproclamés, sociologues de bazar, anthropologues à dessous, prétendent trouver la clé de nos mystères dans l'interprétation du Coran et dans les replis de nos mœurs réputées fossiles, alors que la plupart de nos secrets sont dans nos chansons, juste là, à portée de main, dans ces fragments de la mémoire immigrée. La France a été notre salut, et celui de la famille proche restée en Algérie, que mon père a nourri pendant 3 décennies avec son salaire de misère. L'Algérie nous a trahis. Elle ne nous a offert aucune perspective malgré le rêve de nos parents d'y retourner. Ce sera notre éternel dilemme. Rester et subir l'humiliation, partir et crever la dalle. Mais si on le lui avait demandé, mon père aurait répondu qu'à la France, il préférerait toujours sa mère. C'est aussi pour elle qu'il a fait le choix de l'exil. Elle est morte. Il était séparé d'elle par une mère et sa condition d'indigène. Il l'a rejointe prématurément, tué par son boulot. Il nous a quittés en faisant de nous des immigrés à vie et des profiteurs. Ouria, ce n'est pas parce qu'elle est bien habillée qu'elle est propre.
La maîtresse nous faisait une leçon sur les apparences et nous apprenait à ne pas nous y fier. J'étais en primaire, je devais avoir 8 ans. J'ai appris ce jour-là que l'habit ne faisait pas le blanc. Mon instinct a tapé dans le mille et je n'ai jamais cicatrisé. On a la patrie de son enfance, n'est-ce pas? Mes aînés l'ont su et ont promis de laver l'affront. Quelques années plus tard, nous entrions sur la grande scène, tous ensemble, comme des princes. Je tenais ma revanche. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 100 000. Ça se passe en 83, la marche pour l'égalité et contre le racisme. Nous déferlons sur Paris et nous imposons pour la première fois sur la scène politique. Nous ne la quitterons plus. Mais qui sont-ils? Où étaient-ils cachés? D'où viennent-ils? Se demande-t-on dans les salons, les rédactions, les organisations politiques. Des bidonvilles, des cités de transit, des cités HLM de Marseille, Lyon, Lille et Paris. Nous ne sommes pas du gibier à flics, c'était notre cri de ralliement. Un nouveau phénomène apparaît, l'émergence du corps politique indigène. Le message était clair, la France ne sera plus jamais comme dans les films de Fernandel. Notre présence sur le sol français africanise, arabise, berbérise, créolise, islamise, noirise. La fille est née de l'église. Jadis blanche et immaculée, aussi sûrement que le sac et le ressac des flots polissent et repolissent les blocs de granit aux prétentions d'éternité. Nous transformons la France. Dit autrement, nous participons à l'élaboration de la norme identitaire et par là de la remise en cause du pacte républicain, qui est aussi un pacte national, racial. Nous devenons des acteurs politiques, et notre existence menace le pouvoir. Nous ne le savions pas. Nous avons été grisés par nos victoires, ces indépendances héroïques que nous avons arrachées au prix de fleuves de sang. Ce sang valait liberté à vie, pensions-nous. Toute révolution est accompagnée d'une contre-révolution. C'est quasiment une loi de l'histoire. Le colonialisme s'est métamorphosé. Il s'est adapté et il a continué à déployer ses tentacules. De nouveaux mots ont surgi. Aide au développement, aide humanitaire, droit d'ingérence, touche pas à mon pote. Nous étions à peine en train de digérer nos victoires, que déjà nous étions bercés par les mots de la soft idéologie. C'est ce que les Antillais savent intimement depuis 4 siècles. Ils sont français depuis 400 ans, mais il suffira d'une seule génération à tout Italien, Portugais ou Polonais pour devenir un vrai Français. Alors que cette dignité sera toujours refusée dans les faits aux anciens déportés africains. Entre les Blancs et nous, il y a la race. Elle est constitutive de cette République. Elle se dressera toujours entre nous. Les partisans du Black Power parlent. L'absence totale de pouvoir engendre une race de mendiants. C'est ce que nous sommes et ce que nous resterons si nous ne nous décidons pas à prendre le parti de nous-mêmes, à penser le pouvoir, la stratégie et les moyens de l'atteindre. Nous serons des mendiants tant que nous ne nous déciderons pas à rompre avec nos tuteurs, ceux qui décident pour nous, sans nous et contre nous. Assumons la rupture, la discorde, la discordance, gâchons le paysage et annonçons des temps nouveaux. Décidons de ne pas les imiter, d'inventer et de nous sourcer ailleurs. Ils nous disent 1789, répondons 1492. Adoptons le point de vue des Indiens d'Amérique. Que nous disent-ils? Contrairement aux gauches blanches qui expliquent le monde à partir de ce qu'elles appellent l'expansion capitaliste de l'Europe vers les Amériques, les Indiens disent que ce n'est pas seulement un système économique qu'ils ont vu déferler sur eux, mais une globalité caractérisée par le capital, la domination coloniale, l'État moderne et le système éthique qui leur est associé, c'est-à-dire une religion, une culture, des langues. En d'autres termes, en 1492, ce qui s'impose aux Amériques, c'est moins un système économique qu'une civilisation. La modernité. Ils nous disent expansion capitaliste, donc lutte des classes sociales. Nous répondons expansion coloniale, donc lutte des races sociales. Nous qui nous engageons dans la lutte décoloniale n'avons jamais été aussi libres que depuis que ces mots sont venus nous trouver. Depuis, nous savons qui nous sommes, où nous nous situons, nous connaissons nos faiblesses, nous savons notre force. Nous sommes des indigènes de la République. La paresse ou le confort nous fait préférer Black is beautiful. Pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas brûler cette étape? D'autres l'ont fait avant nous, d'autres l'ont fait pour nous. Toutes ces fleurs qui jonchent notre sol, cueillons-les. Bien sûr que Black, Arabe, Muslim, Roma is beautiful. C'est une étape de notre conscience, mais Black is d'abord political. Tout comme indigène. Ce sont des mots qui disent « Nous ne voulons plus jouer votre jeu, désormais nous jouerons le nôtre. Mais ce jeu sera politique ou ne sera pas. Indigène de la République. Nous le sommes en France, en Europe, en Occident. Pour le tiers-monde, nous sommes blancs. La blanchité n'est pas une question génétique. Elle est rapport de pouvoir. Déjà, les frères, que nous avons abandonnés là-bas, nous regardent d'un œil oblique. Nous ne pourrons plus nous cacher longtemps derrière notre doigt. Nous devons assumer notre part du crime, dit de manière euphémisée, notre intégration. Certes, notre histoire, nos attaches nous rendent plus sensibles à la cause du tiers-monde. Mais une part de nous-mêmes s'est embourgeoisée et défend ses petits privilèges d'indigènes aristocrates, contre ces pouilleux de blédards qui forcent les portes de l'Europe et qui nous font honte. Nous sommes complices de l'exploitation du Sud. Et si nous profitions du racisme pour inventer des territoires politiques nouveaux? Et si nous profitions de l'échec de l'intégration? Oserais-je dire qu'il faut même en tirer satisfaction?
Le territoire de nos oppresseurs lui-même est mouvant. Lorsque la nation devient exsangue, ils inventent l'Europe. Et lorsque l'Europe elle-même est exsangue, ils trouvent refuge dans la blanchité chrétienne qui fait office de géographie politique et qui s'étire jusqu'aux États-Unis et à l'Australie. S'il fallait imiter les Blancs, c'est l'occasion ou jamais. Se déployer au-delà des frontières de la nation, aller chercher nos solidarités en Angleterre, aux États-Unis, au Portugal ou en Australie. Car avec les sujets coloniaux des métropoles coloniales, nous formons ce groupe des damnés de l'intérieur, à la fois victimes et exploiteurs. Il serait malséant de nous confondre avec le Grand Sud car il y a objectivement conflit d'intérêts entre eux et nous, ne serait-ce qu'à cause de la redistribution partielle du pillage, mais aussi parce que nos vies sont plus protégées. Qui mieux que nous peut devenir force de proposition? Qui mieux que nous peut contraindre, par le jeu des rapports de force, les blancs antiracistes et anti-impérialistes à combattre les politiques impérialistes et néolibérales de leur pays, aider à décoloniser leur organisation et renoncer à dicter la meilleure façon de lutter? Mais qu'offrir aux blancs en échange du salaire de la blanchité? La plupart des blancs, qui feront des calculs à très court terme, se sentiront menacés. Pour notre malheur, le développement d'une force décoloniale renforcera les franges les plus racistes et les plus réactionnaires. Elles seront même galvanisées. Les forces nationalistes y verront la confirmation de leurs fantasmes, et nous instrumentaliserons pour renforcer la résistance blanche en surfant sur la peur et l'imaginaire colonial disponible et vivace. Il faudra anticiper ce moment car le reste du champ politique blanc, dans lequel se trouvent nos alliés, déploiera alors toutes ses forces pour nous intimider. Ils diront: vous faites le jeu du FN, vous porterez toute la responsabilité de ces progrès électoraux. Ce chantage sera permanent, mais il faudra tenir et répondre sans scrupule. Vous faites le jeu du FN. Si vous ne faites pas une fois pour toutes le choix des quartiers populaires et de l'immigration. Vous porterez toute la responsabilité des avancées de l'extrême droite. Nous ne ferons aucune concession. Ce sera le paradis ou l'enfer pour tous. La partie se jouera à deux, et si nous ne sommes pas unis dans la victoire, nous le serons dans la défaite. Hop 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 les frérots, maintenant que je vous tiens, j'en profite. Je fais en ce moment même une campagne de dons sur Ulule pour financer l'activité de la chaîne pour une année entière. Vous avez juste quelques semaines pour contribuer, loupez pas ça, c'est important. Et si vous m'aidez, faites-le dans la mesure du possible, hein, abusez pas. Tout est expliqué en détail sur la page Ulule. Pour ceux qui ont la flemme de lire, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne. Tout est en description. Merci pour votre attention. Bon, au moment où je vous parle, je fais une petite mise à jour. Il y a 2142 € sur la cagnotte. Donc le premier palier, il est déjà atteint en quelques jours. 2000 €, c'est l'équivalent de 4 mois d'activité garantie sur la chaîne. Donc le prochain objectif, ce qui serait incroyable, c'est d'atteindre 3000 €. 3000 €, c'est 6 mois d'activité. Voilà, je compte sur vous, je vous remercie d'ores et déjà, c'est incroyable ce qui est en train de se passer.